Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle émission d'Homme en Lumière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer et d'inviter Étienne Hayem. Bonjour Étienne. Yes! Salut Ludovic. Étienne, est-ce que tu peux te présenter rapidement, enfin en quelques phrases pour les gens qui ne te connaissent pas, qui tu es, ce que tu fais, voilà. Yes, je m'appelle Étienne, j'ai 38 ans, j'habite dans le sud de la France, près de Montpellier, à Saint-Martin-de-Londres. Euh, a priori, je suis de sexe masculin, je pense que c'est important pour les conversations que nous allons avoir. Et qu'est-ce que je peux dire pour me présenter rapidement? Bah, je suis actif dans plusieurs choses. Euh, L'accompagnement des hommes depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai une activité d'auto-entrepreneur dans laquelle je fais du conseil en communication, newsletter, site web, réseaux sociaux. Il m'arrive de faire des missions pour différents acteurs, souvent des champs de transformation de la société, on va le dire comme ça. Et puis voilà, je suis aussi musicien, même si c'est pas un métier ou une profession, il faut différents instruments et ça me fait du bien aujourd'hui de me présenter, de dire que parmi les choses que je fais, bah, il y a de la musique. Et je suis papa d'une petite fille qui a 4 ans aussi. Voilà, une petite Taina. Voilà, succinctement, c'est ça. Merci. Euh, c'est vrai que dans Homme en Lumière, c'est plutôt un espace où on vient témoigner un peu de son cheminement ou de son questionnement en tant qu'homme. Et moi, je sais que tu es très actif dans ce mouvement-là, l'accompagnement des hommes. Notamment, tu es aussi à l'origine un des trois instigateurs du mouvement de Mycélium, qui va voilà, s'épandre un petit peu, enfin se répandre, grandir bientôt, enfin qui est en train. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à venir accompagner les hommes? Pourquoi t'en arrives là dans ta vie? Euh, c'est le premier stage homme vraiment que j'ai fait, qui était donc le Tantra Homme avec Jacques Lucas en 2012 au Hameau de l'Étoile, à Saint-Martin-de-Londres. Donc j'habite maintenant à Saint-Martin-de-Londres et je suis juste à côté du Hameau de l'Étoile. Donc c'est un événement qui a transformé ma vie, qui a vraiment changé ma vie. Et à la fin des 4 jours de stage, je me suis dit, waouh, mais je veux faire ça en fait. Je, Ça a guéri des choses en moi, ça a apaisé des choses en moi, ça a transformé des choses en moi. Et à la fin des 4 jours, je me suis dit, waouh, mais c'est vital que les hommes sachent que ça existe. Je pense qu'il y avait eu tellement de souffrance de mon côté de chercher des réponses, de chercher des clés et de ne pas les trouver, d'être convaincu au fond de moi que ça devait exister quelque part, la sexualité sacrée, l'amour universel, la fraternité, et puis simplement la tranquillité entre hommes, j'ai envie de dire la confiance pour pas dire l'amour, mais allez, je vais le dire, l'amour entre hommes. Que quand j'ai vécu ces 4 jours d'initiation, à la fin, je me suis dit, bah, j'ai envie de vivre ça, je suis né pour vivre ça, et même vivre moins que ça ne me donne pas envie. Du coup, j'ai envie de transformer ma vie pour être dans des espaces comme ça, pour vivre cette intensité. Et que si jamais je suis pas encore en train de vivre ça, c'est parce que je suis en train de préparer le prochain stage, quoi. C'est parce que je suis entre deux stages ou entre deux moments où je vais le revivre. Euh, donc voilà, c'est vraiment cette transmission, ce cadeau, cette guérison, je sais pas comment faut l'appeler, cette initiation, euh, qui m'a fait me dire, c'est vital. J'ai vraiment envie de transmettre ça aux autres et j'ai envie d'en faire partie. C'est-à-dire que j'ai envie Mhm. c'est pas juste j'ai envie que ce soit transmis aux autres, j'ai envie de participer aussi dans quelque chose d'un cadeau, pas forcément une dette, mais un cadeau de ce que j'ai reçu de la part des hommes pendant ce week-end, où je me suis dit, waouh, j'ai envie de transmettre à mon tour, j'ai envie de passer le relais, j'ai envie avec le cadeau en tant que tel, et puis deuxièmement, ce miroir de, putain, j'ai tellement galéré, j'ai tellement souffert, j'ai tellement cherché, euh, sans savoir, tu vois, comme un espèce de raton laveur dans un labyrinthe, ou de je sais pas quoi, qui se débat et qui cherche, qui sait quelque part que ça peut être autrement. Et, et le fait de l'avoir trouvé, il y avait vraiment ce truc de, oh, je vais le dire à tout le monde. Je vais prévenir, Mhm. voilà, j'ai une responsabilité de le crier sur tous les toits. Ça existe, c'est possible et ça peut être autrement. Et puis, je dis ça et en fait, je l'ai pas du tout crié sur tous les toits parce que
c'était tellement intime, c'était tellement personnel, c'était tellement fragile et c'était tellement nouveau qu'il m'a fallu pas mal de temps avant de pouvoir dire, ouais, j'accompagne les hommes. Qu'il y avait quelque chose qui pouvait se vivre dans l'intime ou qui pouvait se vivre dans ces stages-là où je le disais. Mais pour le dire dans mon village, par exemple, quand les gens me disent bah, qu'est-ce que tu fais? Même aujourd'hui, 10 ans après, j'ai une carte où c'est écrit, une carte de visite, mais quand j'explique, il y a toujours un peu de honte, de gêne, de confusion, de oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Donc voilà, ça a été le déclencheur de l'envie d'accompagner, de l'envie de transmettre et Mm. de faire partie de la chaîne de ceux qui passent le relais. Mm. Je sais aussi que, ben, que tu as été initié au MKP et que tu as été, enfin, t'as staffé là-dedans aussi. T'as été... Non, t'as pas staffé? J'ai jamais staffé au MKP. J'en Ok, avais j'avais l'envie. cru. Bah, moi aussi, j'ai cru, mais non, Mhm. j'avais le choix entre staffer au MKP ou être assistant avec Jacques Lucas. J'aurais pu faire les deux et en fait, j'ai fait partie assez vite de l'équipe de Jacques et c'était hyper simple de Ok. revenir et d'être assistant dans un cadre que je connaissais, dans un lieu que j'adorais. Et le MKP, le process était beaucoup plus long, compliqué, j'ai trouvé, pour devenir assistant et du coup, je l'ai pas fait. Il y avait des files d'attente et compagnie, des listes d'attente. Et je l'ai fait finalement en 2020, parce qu'il y avait une ING qui était donc un week-end d'initiation qui était dans le sud, en Ardèche. Et étant moi-même dans le sud, j'ai postulé, j'ai été pris et ça tombait le 22 mars. Et donc c'était très proche du second tour des élections municipales. Et moi, j'étais sur une liste pour le premier tour. Et donc si jamais j'étais élu, je devais aller, le premier conseil municipal doit se faire le vendredi, samedi, dimanche dans la foulée. Et donc, après avoir été pris et après avoir vu les dates, j'ai dit, désolé, j'aurais vraiment voulu me participer, mais je ne peux pas. Ok. Je choisis mon autre engagement. Et puis, il y a eu le confinement et finalement, le Covid a annulé cette initiation. Hmm. Donc, je n'ai toujours pas été assistant, staffeur sur le MKP. Hmm. Moi, j'ai envie de revenir, parce que quand tu me disais que t'as longtemps cherché, que tu étais en souffrance, avant ce premier week-end un peu révélation pour toi avec Jacques Lucas, euh, c'était quoi ces souffrances? Enfin, tu vois, est-ce que tu pouvais voir d'où elles venaient et puis comment ça se présentait dans ta vie? C'était quoi qui était souffrant en tant qu'homme? Ouais, ben, même aujourd'hui, je pense qu'il y a un paquet de trucs que je ne saurais pas identifier, que je ne saurais pas nommer précisément. Il y a une espèce de vieux goût en bouche de non, c'est pas suffisant, c'est pas agréable, ou c'est pas chouette, ou je trouve pas ma place, ou je sais pas ce que je fous là. Tu vois, alors, est-ce que c'est lié en tant qu'homme ou est-ce que c'est existentiel? J'en sais rien, mais il y avait un petit peu de tout ça. Et aujourd'hui, je peux encore l'identifier, ça, dans ma vie. Tu vois, ça va pas tout transformé et tout réglé par magie. J'aimerais te dire que oui, et vraiment. Euh, il y avait ça. Et puis l'autre sujet qui tient en deux mots, c'est que j'étais éjaculateur précoce. Je souffrais de problèmes d'éjaculation précoce. Et je peux en parler aujourd'hui parce que ça fait un moment, parce que j'ai mis de la distance et parce que, il y a quelque chose qui s'est apaisé et puis qui s'est transformé dans ma sexualité. Mais c'était une honte énorme. C'était une honte énorme, c'était une souffrance énorme, c'était une contradiction entre l'acte sexuel qui est censé être le truc le plus beau, le plus infini, le plus merveilleux dans tous les films, dans toutes les histoires d'amour, ça est censé être le truc le plus beau. Et puis la galère de faire l'amour avec une nana et de me dire, oh là là, est-ce que ça va partir trop vite? Est-ce que je vais être en difficulté? Est-ce que ça va pas lui plaire? Est-ce que et puis tout ce qui va avec de la pression consciente, inconsciente, des attentes, des machins, etc. Donc c'est agréable pour moi de pouvoir en parler librement maintenant, euh, parce que voilà, j'allais pas chercher le masculin sacré. Je crois qu'il y avait vraiment un endroit où je cherchais une manière soit de guérir ça, soit de transformer ça, avec aussi d'autres choses qui étaient être plus masculin dans ma vie, plus yang. J'ai les cheveux longs, je suis très sensible, je suis très féminin, il n'y a pas de souci, tu vois, pour traîner avec des nanas, pour être dans des milieux de développement personnel, de prendre soin de soi, etc. Je dis pas que ça appartient aux nanas, mais aux femmes. Mais bon, voilà, tout ça, j'étais à l'aise. Et par contre, la capacité à me positionner, même si ça déplaît, la capacité à dire ma vérité, même si ça déplaît, la capacité voilà, à poser un cadre et le tenir et le respecter et le faire respecter, ça, c'est des choses avant, je me serais écrasé, je me serais
j'aurais ravalé, je me serais effacé dans le mur derrière pour surtout pas déranger. Donc il y avait les Hmm. deux. Il y avait aller chercher ce masculin-là, aller chercher aussi, je pense, un lien sain avec les hommes. Non pas qu'il y ait eu des liens malsains avec les hommes dans ma vie, mais je pense que ça me manquait en fait d'avoir des vraies relations profondes et saines avec des hommes que je puisse prendre dans mes bras et leur dire je t'aime sans avoir d'enjeu ou de peur que je sais pas quoi. Bon, donc il y avait voilà un peu de ces trois trucs-là. Aller recréer des relations saines avec les hommes, la sexualité, vraiment. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien de me retrouver avec 50 bons hommes où on parlait de sexualité et enfin tout le monde arrête de faire semblant. Moi, je suis Rocco Siffredi ou je sais pas quoi, cette espèce de jeu là entre hommes. Où soit on parle pas de sexualité, soit quand on en parle, c'est pour dire euh, que moi, les nanas, je les fais jouir et que voilà, je m'en suis encore tapé une ce week-end ou je sais pas quoi. Et trois, plus de masculin, plus d'affirmation et donc ne plus avoir peur des hommes, c'est-à-dire pouvoir être avec des hommes, pouvoir me positionner sans avoir peur que ça dégénère soit en violence, soit en conflit, soit en qui tout double, un truc où je dois m'effacer parce que sinon le gars, voilà, s'il dit ma vérité ou si je rentre en conflit, c'est même pas un conflit, mais juste me positionner, c'est déjà la peur que derrière il y a un conflit et que faille choisir entre l'autre et moi, et donc moi je choisissais l'autre. Oui, 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 quand on va Bon. faire comme tu veux, oui, oui. J'imagine que justement, dans les stages que tu animes et tous les temps que tu proposes entre hommes, tu dois le voir gros comme une maison, ce truc de je veux pas montrer ma vulnérabilité ou tu sais, les premiers hommes qui arrivent au début, qui sont dans l'émulation, justement, s'ils touchent leur sensibilité, comme disait des hommes qui se font des hugs ou qui se disent je t'aime parce que ça les émeut d'être des êtres humains et qui est cette peur de son propre féminin, enfin de son. Il y a Je sais pas ça, comment tu il y vois a la, ça, mais il y a la peur de l'homophobie. Enfin, c'est pas la peur de l'homophobie, c'est l'homophobie ou la peur soi-même d'être homo. Donc ça, je le vois maintenant. Bienvenue. Après, l'homophobie, c'est un délit, hein. C'est interdit par la loi, donc c'est toujours intéressant pour moi ces endroits où il y a besoin d'accueil de ce qui est là, de l'homme tel qu'il est, parce que s'il est homophobe, certainement que dans sa famille, il y avait de l'homophobie, etc. Et donc d'accueillir à la fois cette peur qui est légitime, ces sensations, ou en tout cas ces questionnements que je crois on a tous les hommes sur tiens, est-ce que je suis hétéro, est-ce que je suis homo, est-ce que je suis pas homo refoulé, est-ce que je sais pas quoi. Et puis dans le patriarcat, faut le dire aussi, il y a une espèce de nomenclature de l'homme hétéro, l'homme gay, et puis après les filles, les femmes. Et donc quand on est gamin, en tout cas, c'est ah, bah, t'es une tapette, et sinon c'est pire, t'es une fillette. Donc je crois que bah oui, je ramasse comme nous tous des hommes qui vivent, qui baignent, qui ont baigné, qui baignent encore dans une culture patriarcale. Et il s'agit pour moi d'ouvrir le plus grand les bras et d'accueillir tout ce qui est là. Et puis voilà, généralement, ça se déconstruit. Je déteste ce mot. Enfin, je sais pas si je déteste ce mot, mais en tout cas, ça ne dure pas. Pour moi, il y a vraiment des rencontres qui se font à un autre niveau. Il peut y avoir, quand justement les masques tombent, quand on entre dans des espaces de vérité, et de montrer ces parties-là de moi dont j'ai honte, dont j'ai peur, dont il peut y avoir de la culpabilité. Au moment où j'ouvre ces trucs-là et que je commence à montrer mes endroits dégueulasses, ou que je juge comme dégueulasses, bah, tout le monde déballe les siens et puis on se rend compte qu'en fait on en a tous et que tout va bien. Et que justement ces endroits-là dégueulasses, honteux, ils ont besoin de lumière. Ils ont besoin d'être amenés à la conscience pour voir que, ok, à partir du moment où je me désidentifie, je ne suis pas mes sentiments, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées. À partir du moment où je peux le partager et le mettre devant moi, il y a une dissociation, il y a une désidentification qui fait que je peux hmm. respirer et c'est plus léger, quoi. Et des endroits dégueulasses, on en a tous, donc tout va bien. Ils sont pas tous aussi dégueulasses. Ah, mais moi, c'est ce que j'appelle la puissance de la vulnérabilité. C'est que quand on accepte sa propre vulnérabilité, on est capable de la nommer et de la partager. En fait, il n'y a plus rien qui peut rentrer pour nous déstabiliser, parce que
J'ai l'impression que c'est les hommes, le côté justement patriarcat, machiste, c'est qu'ils mettent tous des barrières et des armures pour pas aller montrer leurs blessures, parce que de peur qu'on appuie dessus. Mais quand tu enlèves l'armure et que tu dis, bah voilà, regardez, je suis blessé comme ça, là c'est mon parcours de vie, là c'est mon lien avec mon père, là c'est mon lien avec ma mère, ben en fait, si je l'assume, je me renforce parce que c'est moi, quoi. Et ça, je trouve ça chouette, quoi. Ouais, vulnérabilité en anglais ou en allemand, ça veut dire blessable. Ça veut dire que je suis blessable. Donc en faisant ça, c'est comme l'escargot qui retire sa carapace et je deviens une petite limace. Et donc là, sans ma carapace, bah, on peut me blesser, on peut me foutre des trucs dans tous les sens. La différence pour moi, c'est moi ou l'autre. Et donc si je choisis d'être vulnérable, c'est moi qui retire ma carapace et c'est mon choix. Et voilà. Et si l'autre veut m'attaquer, veut se moquer, veut m'humilier, veut machin, c'est sa liberté. Mm. Et donc par contre, ça se verra. Ça se verra qu'il se moque et machin, consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, quelles que soient les raisons, en tout cas, ça se voit. Donc moi, je peux faire le choix, alors d'abord dans un espace intime, confidentiel, où rien ne sort, et puis après, en parler plus ou moins librement, et, et même sur Internet, devant un public de millions de personnes, pour la postérité. Voilà, il y a quelque chose où je peux assumer aujourd'hui un certain nombre de paroles qui avant étaient pour moi de l'intime et du un peu sales, ou des choses dont je pouvais avoir honte. Et le fait de les avoir libérées d'abord dans des cercles ou en séance indive. Euh, Après, il y a un troisième passage pour moi qui est vraiment ce passage à Internet où j'affirme, ou juste je partage, ou je témoigne en fait de mon parcours et de qui je suis. Effectivement, ce que tu dis, les blessures qui sont derrière, qui sont en dessous, qui sont pas visibles et qui sont perceptibles. Donc c'est pas parce qu'on les voit pas Mm. qu'elles n'existent pas. Et je crois souvent que euh, on ressent de toute façon ce qui est dedans. Voilà, quand on fait une météo et je dis comment je me sens, de toute façon, ce qui est en train de bouillonner à l'intérieur, ça se sent énergétiquement. Enfin, dans la pièce, on sent bien comment les autres personnes se sentent. On peut toujours masquer si on veut jouer à masquer. Et donc, pour moi, il y a quelque chose d'une liberté, d'une libération, vraiment de dire, bon, ben voilà, tout ce qui est dedans, j'ose le partager, si c'est le cadre, hein, si c'est bienvenu. J'ose le partager et dire comment c'est à l'intérieur, puisque de toute façon, ça se sent. Donc, autant le mettre Mm. en lumière ou le mettre à l'extérieur pour qu'au moins il y ait une cohérence, que ça amène de la cohérence entre ce qui est dedans, ce qui est reçu et ce qui est dit, et qu'il y ait une cohérence entre les deux. Mm. Et, justement, quand tu accompagnes les hommes, parce qu'on parle un peu des blessures et de la vulnérabilité, c'est quoi finalement les blessures récurrentes que tu peux voir chez les hommes que tu accompagnes? Est-ce qu'il y a vraiment des choses clés qui sont toujours les mêmes ou il y a trois sujets différents ou c'est complètement différent? C'est quoi ce qui te vient là? Comment ils sont blessés, les hommes? Sur mon site, j'avais fait un narratif un peu grossier, qui était justement pour les mecs avec les cheveux longs qui sont hypersensibles, qui viennent trouver leur force, et pour les mecs motards qui viennent apprendre à pleurer. Et dans la réalité, j'ai pas beaucoup de motards. Tu vois. Je pense que bon, j'ai pas non plus des millions d'hommes que j'ai accompagnés à mon compteur, mais j'ai beaucoup le profil que j'ai souvent, c'est des hommes comme moi, c'est-à-dire très sensibles, euh, c'est-à-dire très vulnérables. Je sais pas si c'est très vulnérable, mais en tout cas dans les liens, ouais, il y a les hommes très sensibles et ça qui viennent chercher plutôt du masculin, du repère, qui viennent se confronter avec d'autres hommes. Il y a un profil très intello, dans lequel je me reconnais aussi, tu vois, le mental super puissant, mais du mal à mettre des mots sur les émotions, du mal à ressentir ou à conscientiser les émotions. C'est-à-dire une espèce de monde perçu et compris par l'intellect et tout s'analyse et tout se comprend et tout se... Voilà, là où il y a besoin, à mon avis, de rentrer dans une forme d'expérience et de rentrer dans le corps, de lâcher un peu la tête pour aller vivre des expériences et voir dans le corps si c'est bon ou si c'est pas bon et de faire confiance au ressenti, de redescendre un peu de la tête pour aller plus vers le cœur et vers le corps. Et puis après, je sais pas si c'est un type de profil, mais en tout cas, ce que je trouve à chaque fois, c'est dès qu'on ouvre les espaces de parole sur la sexualité, là, c'est la fête, quoi. Il y a vraiment quelque chose à la fois d'une peur d'y aller avant, d'une peur de s'inscrire, d'une peur de venir, de merde, on va parler de ça. Et puis une fois qu'on y est, c'est comme un festin, quoi. C'est un truc où tout le monde veut y rester, tellement.
non pas c'est bon, parce que je sais pas si c'est vraiment bon, mais tellement en fait ça manque, ça nous a manqué de parler de sexualité en n'étant pas que dans l'hyper, comment on appelle ça là, ce que je disais Rocco Siffredi, l'hyper caricature, mais de rentrer dans un espace de d'honnêteté sur la sexualité, sur mon sexe, sur mes testicules, mes particularités physiques. Il y a des hommes qui partagent des choses en cercle, qui sont hyper belles et hyper étonnantes. Et de pouvoir partager dans ces espaces-là, j'ai l'impression que quand on ouvre cet espace-là, il y a comme une attente de ça faisait une vie que les hommes attendaient ça, en fait, de pouvoir enfin parler de sexualité tranquillement, sans jugement, sans plus, mieux, moins bien. Ah, toi, tu galères là, ah, mais tu arrives à faire ça. Moi, mes difficultés, c'est plutôt ça. Et de pouvoir s'entraider, de pouvoir Mm. communiquer, collaborer à cet endroit-là. Ouais, juste, on est des gars et on a envie que ça aille bien pour tout le monde. Mm. J'ai l'impression que là, ce que nous dis, c'est les conséquences de ce rouleau compresseur du patriarcat. Alors, je sais que c'est un sujet, toi, sur lequel tu es très actif, enfin, de vouloir, pas déprogrammer, mais de sensibiliser les gens à sortir de ce paradigme. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tant qu'homme, enfin, même moi, hein, je l'ai vécu, les trois quarts des hommes, quand ils discutent de sexe ou de nana, ils sont toujours exceptionnels, quoi. Ils vont pas Mm. discuter de ah ben non, là, j'y suis pas arrivé, ah ben non, machin. C'est toujours, faut se mettre en avant, faut être le premier, faut être le plus fort, faut faire pipi le plus loin. Et c'est vrai que d'avoir des espaces où ça s'éteint un peu, ça fait du bien, quoi. Ouais, on joue à ça, nous les hommes, et je crois qu'on joue à ça parce que c'est le jeu du patriarcat. Parce que le patriarcat nous apprend, en tant que petits garçons, à effacer nos sentiments, nos petits garçons dans l'adolescence, etc., à entrer en compétition les uns avec les autres pour devenir des mecs. Et devenir des mecs, ça veut dire être meilleur, ça veut dire être plus fort, ça veut dire pisser plus loin, baiser mieux, évidemment, avoir une plus jolie femme, une plus jolie bagnole, etc. Alors après, il y a tout le capitalisme qui rajoute les apparats et la jolie voiture. Mais, et c'est là où c'est intéressant pour moi, c'est pas une question de personne, c'est une question de culture. Et comme on baigne dedans et qu'on a grandi dedans, et c'est comme le poisson qui est dans l'eau et qui se rend compte au bout d'un moment qu'en fait il est dans l'eau, ben, alors si je devais prendre la métaphore du poisson est dans l'eau, l'eau du patriarcat est pas très bonne. Elle a pas un très bon goût. Et donc, elle n'a pas un très bon goût pour les femmes. Je crois que ça, c'est clair. Il y a de nombreux témoignages, que ce soit les MeToo, là, les, de lutte, en tout cas de femmes qui se réunissent pour les droits des femmes, pour l'égalité salariale, pour un certain nombre de choses qui ont besoin de changer et qui sont en train de changer. Et moi, mon discours, c'est de dire que nous aussi, les hommes, on est les perdants du patriarcat. Enfin, ou plutôt, c'est pas parce qu'on est des hommes qu'on est gagnants. Et Hmm. donc, moi, ça me va pas non plus, ce patriarcat des hommes que j'accompagne et de ce que je vois, de la sensibilité, de tout ce que nous avons sacrifié, de tout ce qui nous a demandé d'être sacrifié pour correspondre, pour rentrer dans ce modèle. Oui, donc je pense qu'il y a quelque chose à dédramatiser à cet endroit-là, à objectiver. Alors, je sais pas comment on l'objective, de dire est-ce que c'est bien le patriarcat qui t'a fait ça? Est-ce que c'est bien le patriarcat qui t'a coupé tes sentiments, tes émotions et qui t'a fait dire non, pleure pas, t'es un dur, etc. Je sais pas comment on l'objective. Il y a sûrement des enquêtes, des machins, des études. Et après, peu importe. Mais voilà, je crois il y a vraiment à prendre conscience que c'est pas de notre faute. La Hmm. déculpabilisation et la dédramatisation, c'est-à-dire que étant des hommes dans un rouleau compresseur qui nous emmène à un endroit précis, normal qu'à la fin du rouleau compresseur, sauf quelques anomalies, on soit tous moulés comme le truc nous a demandé d'être moulés. Et Hmm. même sociétalement, c'est vraiment la culture, quoi. Sentiment d'appartenance, c'est comme quand bah, si tu es un homme et que tu vas te balader avec une jupe dans la rue, le regard des gens te renvoie que en tant qu'homme, c'est pas normal de te balader avec une jupe. C'est pas ce que je fais, hein. C'est pas, mais, mais, mais je pourrais. Mais c'est vraiment ce truc-là, ça passe juste, que je lisais dans des livres de féministes, ils disent juste le regard est suffisant pour montrer que là, tu Hmm. corresponds pas. C'est pas ce qu'on attend de toi. En tant qu'homme, tu dois mettre des jeans ou des pantalons en cuir si vraiment tu es un vrai gars, etc. Enfin, il y a voilà, toute une imagerie de ce qui est attendu de nous. Je suis pas, comment? Je suis pas un fan de travailler sur le patriarcat, hein. Je me retrouve à nommer ça parce que je pense que c'est une clé et que c'est une clé de pas laisser les femmes toutes seules avec cette mission-là et que nous avons intérêt, nous aussi,
à sortir du patriarcat, quoi. Que ce système nous défonce et nous détruit, nous aussi, en tout cas nous coupe de nos parts sensibles et Mhm. affectives, de la capacité à exprimer nos émotions. Quand tu disais les copains, je me demande combien de fois j'ai entendu des amis avant mes cercles d'hommes me parler d'une relation sexuelle qui s'était mal passée pour eux. De dire, ah bah voilà, j'ai une éjaculation précoce et ça s'est fini en 4 secondes, ou ah bah non, j'ai débandé, j'ai pas eu. Voilà, c'est hyper difficile, je crois, pour un homme de parler de cet endroit-là parce que c'est assimilé à t'es pas un homme. Mm. Donc, je ne suis pas un homme si je bande pas, je ne suis pas un homme si je fais pas jouir ma nana. Et donc, tout ce truc-là, il est à déconstruire et à libérer, quoi. Mm. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis de. C'est comme si les femmes, pendant très longtemps, elles ont accusé les hommes d'être dans le patriarcat, mais qui étaient, comme tu disais, qui étaient pris dans un rouleau, en fait. Et j'ai vraiment. Je pense que le nouveau paradigme, c'est que les femmes, elles comprennent aussi que bah, qu'on on est victime. Moi, tu vois, j'écoutais il n'y a pas très longtemps l'interview de Jean-Philippe de Tonac par Lilou Massé. Et elle lui témoignait, elle était hyper touchée parce qu'elle se rendait compte à quel point les hommes étaient aussi les victimes de tout ce fonctionnement. Et je pense que bah, jusqu'à très récemment, les femmes n'avaient pas conscience à quel point les hommes souffraient au milieu de ce système, en fait. Que oui, ils avaient le beau rôle parce que c'était les dominants, mais n'empêche que, enfin, dans les dominants, il y en avait un au haut de la pyramide et tous les autres au-dessous qui souffraient, quoi, finalement. Donc en fait, ils étaient tous prisonniers d'un truc, d'un idéal qu'ils pouvaient pas atteindre parce qu'il était complètement surréaliste, quoi. L'homme qui bande tout le temps, qui veut être performant tout le temps, c'est impossible. Ouais, ouais, bon, je fais attention avec les hommes et les femmes, parce que du coup, tous les hommes sont des violeurs. Non, certains hommes. Et les femmes, bon, il y a plein de catégories. Je crois il y a le livre là, de Bell Hooks qui est sorti en 2006, qui s'appelle The Will to Change, la volonté de changer. Les hommes, la masculinité, l'amour, dans lequel elle explique la moitié des choses que je viens de dire là, ça vient d'elle, sur vraiment tout ce que le patriarcat prend aux petits garçons. Et donc elle explique qu'en fait, on est tous en recherche de père, mais aussi bien les femmes que les hommes. Et donc nous aussi, les hommes, il nous a manqué un père, puisque le père était dans la société patriarcale, etc. Euh, il y a des femmes qui sont en guerre contre les hommes aujourd'hui et qui ont des bonnes raisons d'être en guerre, mais qui, je crois, mènent la mauvaise guerre. Et il y a des hommes qui sont pas tout en haut de la pyramide, qui ont sûrement souffert, mais qui continuent de faire souffrir aussi. Euh, il y a un livre sur la monnaie, moi j'ai travaillé pas mal sur les monnaies complémentaires et l'argent. Il y a un livre d'un anthropologue qui s'appelle David Graeber, qui s'appelle 5000 ans de dette, qui était un best-seller qui est sorti, je sais plus, il y a 8 10 ans. Et il repartait de l'esclavage. Et il disait, le problème, c'est pas les esclavagistes. Le problème, c'est pas les maîtres et les esclaves. Le problème, c'est l'esclavage. C'est le système. Et il racontait l'histoire d'un homme qui était noir, qui était esclave, qui avait réussi à être affranchi à un moment et qui était devenu maître et qui avait pris des esclaves à son tour. Et là où on se dit, bah, le gars, attends, il était noir, il était esclave, il va. Donc, c'était pas une question de personne, c'est vraiment une question de système. Et donc, je fais attention à ça. Alors, bien sûr, il y a des rôles, on joue des rôles, mais si on prend conscience que c'est systémique, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est le système. Et du coup, le système, c'est ce rouleau compresseur, là. Comment je prends conscience des mécanismes de ce système, comment j'en sors, comment j'en parle, comment je me relie. Euh, voilà, je crois que c'est un peu comme l'histoire des riches et des pauvres dans le capitalisme. C'est pas la faute des riches. C'est facile et c'est agréable. Et des fois, j'aime bien tomber là-dedans, de me dire, ah bah oui, mais ils payaient leurs impôts, etc. Oui, sauf que le système permet de ne pas payer les impôts, etc. Donc, comment on change, c'est pas une question de personne, c'est une question de système. Oui, mais moi, si j'entends, enfin, quand tu me dis ça, ce que j'entends, c'est que le système, il est quand même mis en place par certaines personnes. C'est-à-dire, ok, on cautionne tous le système, mais le gars qui a la tête du système, des rouages du système, il pourrait changer le système très rapidement. Enfin, tu vois, dans nous, la société à Ben, laquelle on est, on parle d'écologie, de machin, mais il pourrait y avoir des législations très rapides qui disent, bah, à partir de dans 6 mois, ça on arrête, ça on arrête, ça on arrête, et on va vers une autre voie. Donc, il pourrait initier un changement. Donc, j'entends que le système fait que c'est un égrégore et qu'on baigne dedans et qu'on est tous plus ou moins co-auteurs, co-responsables parce que ça nous dépasse.
mais il y a quand même des gens qui initient les systèmes. Alors, Parce que, à, à tu vois, si les l'initiative hommes ou à qui... l'origine, je sais pas, sûrement. Mais je pense que ça se fait pas d'un coup. Oui, Sauf une dictature claire et voilà, Corée du Nord, là j'ai un peu moins de doutes si tu veux. Mais si je regarde, bon, j'allais dire si je regarde la France, tu vois Nicolas Hulot par exemple, a priori un mec bon, qui a eu des affaires pour prédation sexuelle, donc c'est un double sujet. Mais sur la partie écolo, a priori je pense que le gars est bon, a une vision et veut faire bouger les choses. Il se retrouve ministre de l'Environnement, il est a priori assez haut placé dans le truc, mais c'est pas encore assez haut placé et ça ne oui, suffit pas. Et le gars qui est tout en haut, c'est nous qui avons voté pour lui. Alors, nous, les Français, la majorité des ouais, enfin, votants exprimés, ça serait machin. un autre débat de savoir si vraiment on a voté pour lui ou si c'est accordé des votes. Enfin, ça, c'est autre chose encore, c'est un autre débat. Bon, je cherche pas à dédouaner, si tu veux. Mais en tout cas, on est dans un. Il y avait Bernard Liétard, avec qui j'ai travaillé sur les monnaies pendant un moment, qui était belge, qui est décédé il y a 5-6 ans. Il racontait l'histoire de banquiers suisses qui vont boire un coup, qui vont manger au resto, qui font la fête et tout, et qui après sont un peu éméchés, ils sortent de là. Ils voient un carrousel, tu sais, avec les chaises volantes, là, les chaises accrochées avec des chaînes. Ils disent, ouais, trop bien, on va se faire ça et tout. Et donc, ils montent dedans. Et puis, il y en a un qui dit, OK, attendez, bougez pas, je vais allumer la machine. Donc, il allume la machine et puis vite, vite, il court, il monte sur son siège. Puis le truc commence à décoller, décolle, décolle. Et puis, en fait, ils sont tous dessus. Et donc, il n'y en a pas un qui est resté en bas pour éteindre la machine, quoi. Et donc, au bout d'un moment, il tourne pendant je sais pas combien de temps, etc. C'est une histoire vraie. Il y en a un qui est, bon, qui est devenu fou, il y en a un qui est devenu ceci, qui est devenu cela. Et donc, qui l'a initié? Bon, on pourra retrouver le gars, si tu veux, qui a bien appuyé sur le bouton et qui est remonté sur sa chaise le dernier. Mais ce qu'il disait, lui, c'est que nous sommes dans un système comme ça. C'est-à-dire que maintenant, une fois que le truc tourne, ben, on est tous en l'air et on se dit merde, on est tous en l'air et peut-être qu'on n'a plus tout à fait accès aux manettes ou en tout cas, on ne sait pas ni comment l'arrêter ni comment en sortir. Donc, je crois qu'une manière d'en sortir, c'est par plein de petits gestes et d'en parler, c'est de la conscience, c'est ce qu'on fait tous les deux, c'est ce que font les femmes, ça se fait à des niveaux politiques et on est sur des changements de paradigme, donc ce sont des choses, je sais plus si on prend les grandes transformations, elles se sont, moi j'aimerais croire à chaque fois que la Révolution française, hop, il y a eu un petit claquement de doigts et le lendemain c'était bon, il y avait la déclaration des machins, sauf que il y a ci, il y a ça, puis après il y a re-Napoléon, puis après il y a re-machin, et puis bon, donc work in progress. Je crois que là, le changement Mhm. aussi bien patriarcat plus écologie, réchauffement climatique, il y a quand même des liens assez forts. Et donc là, on nous demande de changer de logiciel, de changer Ouais. de rapport au monde, de changer de système de croyance. Ouais, quand je te disais ça, c'est qu'il y a toujours, moi je vois, je suis toujours aussi un peu frustré parce que je sais très bien que le changement, il vient de chacun, en fait, parce que je change mon monde et le monde autour de moi, que le monde, il va changer parce que ça va s'aimer, puis celui d'à côté, il va aussi changer son monde, mais il y a toujours en moi une volonté de me dire, mais il faudrait que ça bouge plus vite, tu vois. Et en même temps, je sais, et j'ai hyper confiance, parce que moi je sais que le monde, il est en train de changer et il évolue dans le bon sens. Tu vois, hier, j'étais en voiture et à un moment donné, ben, je vois sur le trottoir un mec qui avait, je sais pas, 25 30 ans avec son fils, un porte-bébé. Il était tout seul avec son fils, un porte-bébé. Et ben, je me disais, mais maintenant, ça choque plus personne. Moi, il y a 20 ans, enfin, il y a presque 20 ans, quand j'avais ma fille comme ça, je devais peut-être être un des seuls mecs dans la ville où j'étais à me balader en porte-bébé avec ma fille et aller me balader tout seul comme ça. Et maintenant, je me dis, mais waouh, ok, ça veut dire qu'il y a plein d'autres hommes qui ont fait ce mouvement intérieur, qui ont bougé sur leur sensibilité, leur responsabilité. Et moi, je sais que je suis confiant. Mais il y a quand même la volonté de me dire, faut monter un peu la vitesse, quoi. Parce que bon, le monde, il demande vraiment à se transformer, quoi. Hmm. Je connais, Hmm. ouais. Il y a des jours, je suis hyper confiant et puis je me dis, ouais, super, ça avance et je vois tout le positif et je souris et je rigole et je me dis, c'est bon, on va y arriver, super humanité. Il y a des jours, je me dis, bah, on va tout flinguer, quoi. Je vois les réchauffements, enfin, les incendies, les machins, les bidules, les lois débiles qui sont prises à rebrousse-poil. Enfin, je me dis, ah ouais, non, il y a un endroit de plus en plus grand maintenant au fond de moi où vraiment j'ai confiance. Alors, je sais pas en quoi j'ai confiance, peut-être en la vie, tout simplement. Et que, bon, alors c'est dramatique, hein. Je crois qu'il y a déjà 30 000 morts dans la Méditerranée du réchauffement climatique, de migrants, etc. Et c'est que le début.
Donc, je sais pas exactement en quoi j'ai confiance, puisque c'est déjà un drame, mais je continue d'avoir confiance, voilà, que la vie suit son cours et que nous agissons comme nous pouvons individuellement et collectivement. Des fois ça bouge, des fois ça bouge super, des fois ça bouge pas assez vite, ça revient en arrière. Bon, je crois qu'on n'est pas au bout de ces transformations-là. J'aimerais bien te dire, ouais, dans 10 ans, c'est bon, on aura changé tous les problèmes. On sera sorti du patriarcat, du capitalisme, et on aura une société d'amour, d'eau fraîche et de partage universel qui respectera les limites planétaires. Même si j'ai confiance, j'y crois pas. Non, pas dans les 10 ans. Je pense qu'on va passer nos vies à accompagner ça du mieux qu'on peut. Et quand on voit les scénarios, ouais, on a un endroit de bifurcation de notre société. C'est même pas de notre société, de notre civilisation. Donc, ça paraît petit d'accompagner les hommes là-dedans par rapport à tout ce qu'il y a à faire la question climatique, mais je pense que c'est lié. Je pense qu'il y a vraiment un lien entre le rapport que j'ai à mon corps, le rapport que j'ai à la nature, le rapport que j'ai avec les femmes ou au corps des femmes et le rapport que j'ai au corps de la terre-mère. Ouais, bah, moi, enfin, je vais dire, j'ai la même vision, hein. De toute façon, ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On parle de pollution, mais pour moi, la pollution, c'est notre pollution intérieure. Comment je pollue le monde entre mes émotions dont je veux pas prendre la responsabilité, mes pensées dont je veux pas prendre la responsabilité. En fait, toutes mes poubelles intérieures, si j'en prends pas la responsabilité, elles se manifestent à l'extérieur. Et comme on disait tout à l'heure, le système du patriarcat qui veut être toujours le plus fort, le plus grand, avoir plus que les autres, et ben ça se matérialise dans le monde autour où on est dans la prédation et on détruit le monde parce qu'on en veut toujours plus et être Hmm. performant, quoi. Donc ça, Hmm. c'est une évidence. Ce Ap- truc-là, ap- sur le Vas-y. toujours plus, le même Bernard Liétard, donc qui a travaillé, qui était économiste, qui a travaillé à monter l'euro. Donc, il était belge et donc la France et l'Allemagne devaient construire l'euro et ils ont demandé à la Belgique, pays neutre, au milieu de faire le design de l'euro, etc. Donc, ce mec a bossé sur les monnaies, les systèmes monétaires toute sa vie. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il avait fait des études en psychanalyse et notamment sur les archétypes. Et donc, il était allé voir dans les grands archétypes de Jung, donc le roi, le magicien, je sais que ça te plaît, ça, le roi, le magicien, l'amant et le Le guerrier. guerrier. Et il disait, il en manquait un. Il y en a un qui manquait toujours, en tout cas qui est souvent pas représenté, c'est la déesse mère. Et même si c'est un archétype féminin, lui, il disait, ils font partie des 5 grands archétypes. Et il disait, la vertu de la déesse mère, c'est l'abondance. C'est-à-dire, il y a assez pour tous. Il y a assez pour tous, c'est-à-dire la terre est nourricière, abondante. Et donc, si on prend du blé, qu'on le coupe, qu'on le stocke, qu'on le partage, t'inquiète, la nature, elle est abondante par définition. Euh, je fais une petite parenthèse dans la parenthèse, mais la monnaie, ça vient de Juno Moneta, qui était le nom du temple où les femmes battaient la monnaie. Et donc la monnaie, ça vient de Moneta. Juno, c'est la déesse de juin, avec l'épithète Moneta qui veut dire abondance. Et donc c'était dans le temple de la déesse de l'abondance, nous allons frapper des pièces de monnaie pour dire que ça représentera l'abondance et que ça représente les richesses réelles qui sont le blé, le machin qui sont dehors. Et il disait notre système est déviant parce qu'il n'honore pas la déesse mère, l'archétype de la déesse mère, que ce soit dans notre spiritualité personnelle, que ce soit dans la société et que ce soit dans ses valeurs. Et du coup, s'expriment les 2 ombres de la déesse mère qui sont greed and cupidity, tu vois, qui doivent être l'avarisme. L'avarisme, ça se dit? Le fait d'accumuler, puisque j'ai peur qu'il n'y ait pas assez pour tous, bah, je vais en prendre plus pour moi, machin. Et l'autre, c'est le greed, la gloutonie, enfin, gloutonnerie, ou je sais plus comment on dit en français. Et voilà. Donc, et il dit, ce sont les ombres qu'on retrouve sur les marchés financiers avec les espèces de ventes paniques voilà. Ce qui est complètement différent de la tranquillité je suis en lien avec la nature. Quand j'observe la nature, c'est la différence entre aller dans un supermarché et aller faire un tour dans une forêt. Dans un supermarché, il y a plein de trucs, mais tout est derrière des emballages plastiques avec un prix. Et quand je vais dans la forêt, bah, il y a des châtaignes, mais il y en a trop. Il y a des murs, mais il y en a trop. Je peux pas manger tout ce qu'il y a. Je suis obligé de le partager. Je suis pas obligé, mais je peux. C'est intéressant parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une notion de foi parce que tu vois, les animaux, ils stockent pas. Ils stockent pas, ils mangent, ils vont dans la nature parce qu'ils ont tellement une foi
que la déesse mère ou la mère nature va pourvenir à leurs besoins, qui savent qu'ils vont trouver de quoi manger, ils vont, même s'ils font 1 kilomètre ou deux, ils trouvent de quoi manger. Et donc, peut-être que l'être humain, il a besoin justement d'une sorte de spiritualité et de foi en la vie, de foi en l'abondance, de foi en la nature. Parce que quand on stocke, c'est qu'on a peur de manquer. Donc on croit que la vie va pas nous fournir. Bon, l'écureuil stocke hein, quand même. J'ai vu une vidéo là Oui, où il mais trouvait dans une antenne 4G 150 kilos de noisettes stockées par un écureuil. Donc il ouvrait le truc et envoyait des caisses et des caisses de noisettes qui tombaient. Je sais pas si les animaux ont la foi ou pas la foi. Ça, je pense que c'est nous leur porter comment on appelle ça, des comportements humains. Et, et, et en tout cas, oui, cette confiance dans l'abondance, cette foi. Alors, je pense que même si t'as pas la foi, le fait d'aller voir dans la nature, t'es calmé, hein. Et parce que tu vois qu'il y en a trop. Et donc ça appelle aussi à la question de la satiété. C'est-à-dire que ce qui est matériel, à manger, tu peux essayer de manger le plus possible. Alors, tu peux manger, enfin, il y a un moment, tu arrives à une limite physique. Alors que la monnaie et l'argent, il n'y a pas de limite physique. Puisque c'est des chiffres sur un compte en banque. Et donc là, ça vient nourrir mes peurs. Et donc, il n'y a jamais assez. Le même Bernard Liétard, là, il me disait, c'est l'histoire d'un. J'aime bien les petites histoires de Bernard Liétard. Il disait, c'est une interview d'un homme riche, très très riche. C'est l'homme le plus riche du monde. Et il dit alors, monsieur, vous êtes vraiment très 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 riche. Vous êtes infiniment riche. Euh, est-ce que vous en avez assez? Puis il dit non. Il dit alors combien il vous faudrait pour vraiment en avoir assez, pour vous dire là c'est bon. Et le mec il dit juste un tout petit peu plus. Et j'adore quoi. C'est le gars il veut pas des millions, il veut juste un tout petit peu plus. Mais moi, ça me fait penser à deux choses. Je discutais hier avec quelqu'un qui me disait, oui, mais l'être humain, il en veut toujours plus, c'est dans sa nature. Et je me suis dit, c'est là où il y a un paradoxe, parce que oui, il y a quelque chose d'animal d'en vouloir plus, mais on confond, l'être humain en veut plus, parce qu'on est des êtres évolutifs, donc on veut évoluer, mais en fait, plus de quoi? Et souvent, on confond, parce que en fait, on est tous des êtres humains qui voulons plus de bonheur, plus de bien-être, et plus on pourrait dire de D'orgasme. congruence, de se sentir avoir du sens, en fait, d'être en harmonie avec son essence pour avoir du sens. Et en fait, vu qu'on n'est pas éduqué à être dans cette voie-là, plus de liens avec soi, en fait, on veut plus de choses à l'extérieur, plus d'argent, plus de voitures, une plus grosse maison, parce qu'on va se dire qu'on va être heureux, mais on fait pas le parallèle. Et c'est comme si enfin, on n'était pas éduqué à savoir qu'est-ce qui nous correspond pour être heureux réellement. Tant qu'on le met à l'extérieur, ben, pour moi, il y a un truc qui colle pas, quoi. En fait, oui, parce que j'ai l'impression quand même, tu vois, on a une nature de vouloir plus. Enfin, pour moi, c'est pas mauvais en soi, parce que je me dis, c'est comme l'arbre. L'arbre, il pousse, il reste pas petit, il va grandir et puis il va grandir encore plus jusqu'à qu'il arrive à la limite de qui il est, mais où c'est comme des plantes qui vont se répandre parce qu'elles en veulent plus. Elles vont conquérir du territoire, mais c'est pas mauvais en soi, en fait, de vouloir plus. Mais c'est vouloir Hmm, plus de quoi qui est mauvais, quoi. hmm. Hum, Ouais, ouais, je te rejoins. C'est les questions là qui mènent sur le PIB et les indicateurs de richesse. Et, et à un niveau humain, c'est la question de la satiété biologique. Bah, il y a un moment où j'ai assez mangé, donc même si je veux manger énormément physiquement, je peux pas plus. Et c'est la notion du contentement, avoir assez, quoi. J'ai vécu une expérience et je suis rempli, je suis nourri et ça peut être une expérience à 0 euros. Ça n'a pas besoin d'être payant, mais effectivement, la société capitaliste de consommation nous vend une norme sociale que pour être heureux, il faut consommer, etc. Je pense que ce truc-là est en train de s'effondrer. Pour de plus en plus de gens, c'est clair que c'est pas lié, que mon bonheur est pas lié à la taille de ma bagnole. Il y a des études qui le prouvent. Euh, et donc là, il y a une norme sociale qui est hyper forte. Et du coup, si la norme, bah, encore une fois, hein, c'est un rouleau compresseur. Donc si euh, le modèle, et là c'est un peu flippant de voir MTV et les modèles américains qui arrivent, enfin, qui sont déjà arrivés en Afrique, en Amérique latine, en Chine, etc., et de voir les pays émergents, là où on aurait pu espérer qu'ils fassent pas les mêmes conneries que nous, non, non, qui bouffent ça, mais à pleine balle, et qui, eux, veulent faire aussi leur croissance stupide comme nous on a fait. Et hum, qui sommes-nous pour les empêcher de dire, ah super, faites un peu vous aussi de la pollution et des courses de bagnole, ça va être top, le monde en a besoin. hum.
Hmm. Alors justement, après, je sais que toi, tu es quand même plutôt impliqué dans la responsabilité du changement de paradigme, parce que tu disais tout à l'heure, bah, tu étais sur une liste politique vers chez toi. Ouais. Je sais que tu as aussi, enfin, que tu as été actif ou que tu es très, très au point par rapport aux différents systèmes de monnaie, à plein de choses comme ça. Justement, qu'est-ce que tu vois, toi, pour changer ce paradigme-là? Tu vois, quelle voie on peut prendre ou qu'est-ce qui est possible de faire ou qu'est-ce que tu as envie de conseiller aux gens ou Hmm. quel exemple tu auras envie de donner, quoi? Ben, mon exemple, l'exemple de ma personne, il n'est pas incroyable aujourd'hui parce que je cherche. Et que si j'avais trouvé, je serais déjà capable de dire, alors les gars, tous par là et on y va à fond. Donc j'ai pas trouvé. Ça, c'est la première chose à dire et j'ai pas la clé. Je pense que mon parcours, il est avec ce yo-yo aussi de intérieur-extérieur, intérieur-extérieur. Et des fois, un peu comme je te disais tout à l'heure, des fois j'y crois et je vois que tout change et je me dis ouais, génial, et puis des fois j'y crois plus. Et ce yo-yo aussi avec où est-ce que je mets mon énergie. Donc il y a eu les monnaies complémentaires qui a été un gros sujet pour moi dans les études que j'avais faites sur qu'est-ce qui va mal dans le monde. Là où j'en étais arrivé, c'était pas tellement la croissance, vouloir plus, oui, mais c'était la façon dont les monnaies sont créées, la façon des règles de création monétaire, un peu technique, mais grosso modo, la croissance et le besoin de croissance sont caractéristiques du système capitaliste et de la façon dont on emprunte, etc. Donc j'ai beaucoup bossé là-dessus parce que je pensais que c'était ça et que si on changeait ça, on allait changer le monde. J'étais pas hyper optimiste parce que je me disais, je vais pas essayer d'aller changer le système tout en haut. Parce que comme c'est une pyramide de pouvoir, si j'arrive en haut, je serai corrompu avant de pouvoir changer quoi que ce soit. Donc je m'étais dit, faisons des monnaies locales, au moins c'est en local. Au pire, si ça fait pas une monnaie, ça fait quand même une bonne aventure humaine où on a re-questionné la question de la richesse, de la valeur, etc. Ça a été ma première voie, je dirais. Je me suis cramé là-dedans, c'est-à-dire que j'ai mis trop d'énergie, trop de temps, trop d'espoir pour créer un projet de monnaie en Île-de-France. Euh, et puis, je suis descendu dans les Cévennes et là, je me suis dit non, transformation intérieure. La révolution Colibri, Pierre Rabhi, Bouddha, Gandhi, tout ce que tu veux. Non, non, le monde est à l'intérieur de moi et donc si je me change, le monde ira mieux, etc. Et j'ai fait ça et j'ai prêché pour ça et je crois que je prêche encore pour ça. Et puis régulièrement, il y a des appels où je vois la campagne pour moi de Mélenchon de 2017 a été une campagne qui était très forte pour les présidentielles. Après, on n'aime pas le personnage, mais sur le programme, il y avait vraiment quelque chose qui ressemblait avec l'ensemble des choses qui me semblaient importantes à mettre en œuvre pour avancer vers une transition et un changement de monde. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis lancé en politique pour la première fois. Je crois que les monnaies étaient une façon de faire de la politique sans être dans le système politique. Et donc, je me suis présenté là sur les législatives en 2017. Et c'était hyper intéressant parce que c'était la naissance du mouvement de la France insoumise. Donc, il n'y avait pas encore vraiment de réseau. Donc, il fallait tisser un réseau avec des gens qui venaient du parti de gauche, des gens qui venaient des communistes, des gens qui avaient jamais milité et qui étaient des nouveaux arrivants comme moi. Euh, donc voilà, j'ai passé pas mal de temps là-dedans. L'avantage des élections, c'est qu'il y a un début, une fin, et puis quand tu as perdu, tu rentres à la maison. Donc, sitôt le truc perdu, bon, bah, j'ai bouclé les dossiers financiers et compagnie et je suis passé à autre chose. Et puis, il y a eu des canicules il y a 2 ans ou il y a 3 ans, et puis je m'étais dit, putain, il y a les municipales qui arrivent et j'ai une petite fille qui avait 2 ans à l'époque. Et en fait, je sais que les canicules, c'est pas juste un peu chaud, ça va être de plus en plus chaud et tout ce qui va arriver dans les années, c'est pour elle, quoi. Moi, je sais pas, ça ira encore peut-être. Et je me disais, je peux pas, une espèce de sentiment de culpabilité, tu vois, je peux pas rester là et rien faire. Comme je sais des choses, j'ai fait des études, j'ai étudié, je sais parler, je sais faire des confs, j'ai envie d'agir. Euh, et donc, c'est de là qu'est repartie l'idée et l'envie de faire une liste participative, de dire, voilà, ce qui est important, c'est qu'on se mette d'accord. C'est pas tellement que moi, je décide pour le village. D'abord, j'étais là depuis 2 ans et demi, donc bonne chance pour être maire d'un village dans lequel je connais pas le nom des rues. Voilà, on a perdu et puis j'étais dans l'opposition parce que là pour le coup dans les municipales quand on perd on est quand même en poste et puis j'ai vu que c'était hyper bouché, que c'était hyper compliqué, que le maire était avec les pleins pouvoirs puisque c'est comme ça en France dans les municipalités et donc j'ai quitté le conseil municipal en disant bah je vais me centrer sur moi, sur mon plaisir. J'ai une grande capacité à me mettre en déséquilibre et à donner tout mon temps et mon énergie pour des projets collectifs sans vraiment prendre soin de mon équilibre financier personnel. Donc ça, c'est une de mes, je sais pas si c'est névrose ou particularité. Je sais pas si c'est le sacrifice, mais en tout cas, à chaque fois, ça brûle un peu trop.
Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui est important? C'est le changement et le changement intérieur. Donc, je fais ce yo-yo à chaque fois comme ça. Conseil, c'est de trouver là où il y a du plaisir. Je crois que on Mm. changera pas le monde dans la douleur, on changera pas le monde dans le sacrifice et on changera pas le monde dans la colère, quoi. Même si tout ça est bienvenu, il y a de la colère, il y a de la douleur, il y a du sacrifice, c'est, mais ouais, j'ai vraiment envie de trouver. J'ai beaucoup été contre, j'ai beaucoup été en colère contre le système, contre le machin, et j'ai encore de la colère. Mais c'est à quel endroit j'ai du plaisir, à quel endroit je crée quelque chose qui me fait du bien. Moi, quand je joue de la musique, ça me fait du bien. Je me dis pas, je suis contre la musique industrielle, je fais ma musique. Et si elle me rend heureux, c'est déjà ça. Donc voilà, je pense il y a une transition personnelle à faire, que ce soit les petits gestes du quotidien, du machin, du bidule, qui est de toute façon pas suffisante, parce qu'on sait que si on fait tout nickel chrome, c'est juste 35% des gaz à effet de serre qui sont réduits, il en reste 65, c'est les États et les entreprises. Donc je pense qu'il faut faire son colibri et le vivre sans être dans la quête de la plus grande pureté, aller faire chier son voisin en disant ah, t'as pas, tu vois. Je pense que là, on devient con aussi quand on fait ça. Donc, trouver du plaisir pour transformer sa vie et entrer en cohérence sur comment je bouffe, comment je me déplace en faisant au mieux dans ce monde qui est quand même pas fait en termes d'architecture pour nous aider. Et puis après, s'investir et soutenir les luttes collectives quand il y en a qui ont du sens autour de nous. Et je sais pas si c'était la joie le fil conducteur, mais en tout cas, trouver l'endroit où il y a du plaisir, quoi. Le moment où ça commence à être de la souffrance, je pense que c'est pas bon, ça devient dangereux. Voilà la solution. Et je l'applique vraiment, moi, super bien dans ma vie tous les jours. Je suis à fond dans le plaisir. Non, non, j'en chie, hein. J'aimerais te dire hein, que je suis top plaisir, mais c'est pas vrai. Ouais. En fait, je crois bien, moi, que, enfin, moi, tu vois, ce que je suis persuadé dans tout ça, c'est que plus on va chacun être à sa place, dans son rayonnement personnel, plus le monde il va changer, quoi. Quelle que soit sa place, en fait, hein. Si on est heureux d'être là où on est, qu'on se lève le matin, qu'on fait pas un boulot parce qu'on se dit qu'il faut qu'on paye nos factures et qu'on met pas notre talent au service, mais qu'au contraire, on se lève parce qu'on fait de notre journée, ça nous éclate, on est heureux, et que on va vers, comme tu dis, des choses où on s'amuse, où on se fait plaisir, le monde, il va changer. Parce Hum, qu'on va sortir d'un monde de souffrance, de devoir et de il faut que, à un monde où je m'aime et j'aime le monde, quoi. Et le paradigme, il est là, je crois bien. hum. Il y a un moment, je m'étais dit, en fait, on est dans un monde en fin de vie. Ce système va s'effondrer et après, il va y avoir un nouveau système. Et donc, je me disais, bon, alors d'abord, aider à défoncer le système actuel pour que, bon, vite, vite, il s'effondre. Puis après, je me suis dit, bah non, construire le nouveau système parce que de toute façon, il va s'effondrer. Puis après, je me dis, ben, en fait, qu'est-ce qui te ferait vibrer dans le monde du futur? C'est quoi ton rêve, quoi? Alors, pas le monde de rêve, mais ta vie de rêve. Et du coup, je me dis, bon, sauf si c'est bagnole et pollution à gogo, a priori, c'est pas tout à fait en cohérence avec les changements qui nous sont demandés. Mais, mais voilà, si tu as déjà une vision claire de ce que tu veux faire après, fais-le dès maintenant et n'attends pas, quoi. Et puis, dernier conseil, quand même, c'est chanter. Je pense qu'il faut chanter pour changer le monde. Chanter le soir, le matin, le midi, quel bonheur. Des fois, je me dis, ouais, c'est chanter qui va changer le monde. Puis des fois, je me dis, non, c'est la politique. Et puis des fois, je me dis, bah, quand même, les chanteurs, t'as vu la puissance qu'ils ont et tout. Puis après, je me dis, mais non, mais ils font que des belles chansons, puis on repart chez nous et après, on n'a pas changé le monde. Bon, voilà, il y a des bastons dans ma tête, je te raconte pas, quoi. C'est non-stop. Ouais, mais c'est ça qui nous rend vivants, c'est l'alternance du vide et du plein. Mm. Enfin, c'est comme les ombres, donc tu disais dans les archétypes, il y a des ombres de vide et en plein, et en fait, c'est que comme ça, parce que la vie, c'est une respiration. On est un coup plein, un coup vide d'air, et si on veut rester, attends, j'ai les poumons à moitié pleins, je bouge plus, je vais pas rester longtemps. Ouais. Hmm. Mm. Ah, c'est chouette. Bon, après, je me dis qu'il y a quand même un petit peu, t'es quand même un petit peu actif parce que toi, par rapport à Mycélium, que j'ai nommé tout à l'heure, Ouais. il y a quand même, c'est quand même en train de faire bouger les choses. Finalement, tu vois, pour moi, le caillou lancé dans l'eau, il est en train de faire tu sais, des rides comme ça, et petit à petit, l'information, elle passe, quoi. Parce il Ouais. y a 15 ans, ça aurait pas pu émerger parce il y avait personne, tu vois.
et que là maintenant, il y a quand même une vague d'hommes, déjà, comme on disait, qui travaillent sur eux et qui refusent le système qui était avant, ou qui en veulent plus, ou qui ont envie de faire autre chose, et puis qui mettent des choses en place pour accompagner d'autres hommes. Donc, si un homme, il accompagne 10 hommes et qu'après, chaque homme accompagne 10 hommes, ça va aller vite, quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut dire dans deux mots ce que c'est mycélium. Mm. On est au tout début, donc on ne sait pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est un mouvement pour accompagner, enfin, pour réunir et relier les hommes qui accompagnent les hommes. Donc, comme toi, comme moi. Et ça part vraiment aussi de ce constat, je crois, de mon chemin et de mon parcours, de la monnaie, puisqu'elle est rare et qu'elle est créée en rareté, nous met en situation de compétition les uns avec les autres. Et donc, si je suis en compétition avec toi qui accompagne les hommes, parce que je me dis que je suis sur un marché et que toi, tu accompagnes des hommes et que moi, j'en accompagne, et si demain, il y en a, ils arrivent et ils doivent choisir entre toi et moi, ben moi, j'ai envie de dire, venez chez moi parce que je suis bien meilleur, là, 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 etc. Et j'ai pas envie de jouer à ça parce que je pense que tu es tout aussi bon, légitime, même si je connais pas tout ton travail. En fait, je pense que le gars, il doit aller là où il se sent bien. Et s'il se sent attiré avec toi, qu'il aille avec toi, super. Et s'il se sent avec moi, super. Et s'il fait d'abord avec toi et puis après avec moi, super. L'inverse aussi. Et s'il en fait qu'un des deux, tout va bien. Donc, c'est de sortir de cette compétition, de me dire, ah, t'es mon concurrent, toi aussi, tu fabriques des voitures, on est sur un marché et je vais essayer de vendre le plus de voitures. Non, on n'est pas sur un marché, on est en train d'accompagner. Enfin, je crois que c'est ça qui est important, c'est de sortir d'une vision de marché dans laquelle, bah, ok, si j'essaie d'en faire mon métier, j'ai quand même besoin d'avoir des clients ou des hommes que j'accompagne, j'ai quand même besoin d'être valorisé, d'avoir une rémunération, de recevoir de la valeur en échange de ça, ou sinon, je sais pas comment je bouffe. Mais j'ai pas envie de rentrer en concurrence avec toi parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'hommes qui veuillent faire ces transformations et ces changements. Euh, alors, l'autre option, ce serait d'avoir un métier normal, j'ai envie de dire, et puis de faire ça les soirs et les week-ends à côté. Moi, j'aime tellement cet espace-là que j'ai envie que ça prenne, comme je le disais au début, de plus en plus d'espace dans ma vie et je pense qu'il y a du boulot. Je pense que le boulot de transformation qu'il y a à faire, il est énorme. Euh, et donc, à cet endroit-là, bah, on est dans la même équipe. On n'est pas tout à fait dans le même bateau, dans la même barque, mais on est dans la même équipe. On veut accompagner ce changement, on le fait de manière différente. Et donc, voilà, mon intention, c'était vraiment de dépasser ces peurs de la rareté, de la compétition, d'en parler et du coup de se relier. Si nous, les hommes qui accompagnons les hommes à déconstruire tous ces trucs-là, on se fait des compètes à la con et on pense que machin, il est meilleur que lui. On a le droit de penser qu'un tel est plus adapté ou d'avoir des préférences, évidemment. Mais comment on peut coopérer pour que, bon, bah, je sais pas, si, pour accompagner, vraiment structurer, d'abord s'améliorer, parce que j'apprends de tes pratiques, on apprend des pratiques les uns des autres, se soutenir, parce qu'il y a quand même un truc où on fait ces cercles d'hommes pour plus être seul, pour être avec d'autres hommes, mais quand on est animateur ou quand on facilite, on a quand même une posture qui est particulière, qui n'est pas la même que les participants. Donc, le fait de pouvoir relier dans un réseau de pairs comme ça permet d'apprendre, de s'empuissancer, de mutualiser, etc. Donc, voilà, on est au début, mais c'était vraiment ce truc de mettre cette ombre de l'argent, cette ombre de la rareté, cette ombre du partage et de dire, tiens, en fait, on n'est pas concurrents. Donc, aidons-nous, soutenons-nous, donnons de la puissance à ce mouvement pour accompagner les hommes qui arrivent, ceux qui sont déjà prêts, et puis tous ceux qui vont venir derrière. Et c'était Mm. beau. Ces espaces-là sont hyper précieux pour moi parce que j'ai l'impression, il faut faire un petit pas en arrière, mais j'ai l'impression que dans ma vie, dans mon enfance, est-ce que c'est mon père qui a fait ça? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est mes parents? J'en sais rien, mais je n'avais pas le droit de dire ce que je pensais. J'ai l'impression qu'il y avait un décalage entre ce que je ressentais et ce qui était dit, que je te parlais tout à l'heure de la cohérence entre ce que je dis qui est à l'intérieur, etc. J'ai l'impression qu'il y avait des décalages permanents. Et donc je ressentais quelque chose, je ressentais bleu, puis on me disait, bon, bah ça c'est vert, tu vois, c'est un joli vert. Je me dis, bah non, je ressens bleu. Donc bon, j'ai l'impression que les décisions étaient prises sans moi, voire elles m'étaient imposées. Alors pour un enfant, c'est normal un certain temps, et puis il y a un moment où il y a quand même le droit de participer à la décision. Et que quelque part, j'avais pas le droit d'exprimer ni mes émotions, ni ma sensibilité, ni mon ressenti, en fait. Ou juste on me questionnait pas, ou voilà, donc c'est à se demander si j'existais. J'ai l'impression d'être allé chercher depuis une dizaine d'années bah, les cercles de parole pour pouvoir dire comment je me sens, les émotions pour pouvoir sentir comment je me sens, les ateliers de gouvernance partagés pour pouvoir prendre des décisions ensemble avec chacun qui a un droit de veto ou un droit d'objection et que ça, c'était juste le minimum pour réapprendre à pouvoir être moi intègre et complet. Et que dans ces cercles d'hommes, il y a vraiment cette culture qui est partagée et que du coup, maintenant,
que je suis capable de dire comment je me sens, de dire non, et que j'ai le droit d'avoir le droit de dire non, de dire oui, etc., et que les autres ont aussi ces droits, bah, on doit pouvoir créer des organisations dans lesquelles on peut être nous-mêmes, dans lesquelles on n'est pas obligé de couper toute une partie de nous pour dire bah non, ça c'est le boulot, et puis dans le perso ça va, mais le boulot c'est l'horreur. Est-ce qu'on peut créer des organisations dans lesquelles non seulement on peut être nous-mêmes complètement et intégralement, et puis deuxièmement, créer des organisations qui soient pas la reproduction de compétition, de parts de marché, de voilà. Donc si on appelle à ces co-créations, si on appelle à ces réseaux, si on appelle à ces formes plus horizontales, ça veut pas dire que l'horizontalité est le must et que tout le monde doit faire de l'horizontalité partout tout le temps, mais est-ce qu'on est capable de recréer des communs? Voilà un autre mot que je n'ai pas utilisé depuis le début. On parle des biens communs et de gérer des ressources en commun. Voilà, est-ce qu'on est capable de se mettre autour d'une table ou d'autre chose, mais de dire voilà, cet accompagnement, cette connaissance des rythmes masculins, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, ou en tout cas de la transformation masculine et des étapes pour accompagner les hommes à se sentir mieux dans ce monde en mutation, ben, ça m'intéresse de connaître tes clés, ça m'intéresse de connaître tes manières, tes qualités, tes compétences, par où tu passes, tes initiations d'où tu viens. Et ça m'intéresse de partager les miennes et de voir, tiens, par où tu passes. Et ça m'intéresse aussi de structurer ce mouvement pour que politiquement, on puisse dire où on va. Alors, on n'y est pas encore, parce que je ne sais pas si on va exactement au même endroit aujourd'hui, mais je pense que par rapport à cette question du patriarcat, par rapport à toute la confidentialité, au regard extérieur de la société sur les hommes qui font des trucs entre hommes, tout nus dans la forêt, euh, voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui est important de communiquer et de rendre visible. C'est ce que tu fais avec Homme en Lumière et je trouve ça génial. C'est ce que je fais un petit peu avec mes paroles d'homme, de dire, bon, ben, ok, qu'est-ce qui se passe en fait dans ces cercles d'hommes sans rompre la confidentialité de tel homme en disant ah bah lui il galère, mais en fait de pouvoir avoir une parole un peu collective et de dire oui les hommes souffrent, bien sûr. Mm. Et donc puisque nous souffrons, nous nous retrouvons entre nous pour nous guérir, pour aller mieux, pour nous reconnaître, pour pacifier. Et après, je crois qu'on retourne vers les femmes. Je crois que le but n'est pas de finir entre Mm. hommes. Et donc, voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui est important aujourd'hui. Est-ce que c'est la structuration du réseau? Est-ce que c'est la fédération de tout le... J'en sais rien. En psychologie, ça existe, hein. Il y a des fédérations de praticiens, il y a des trucs européens. Après, il y a des certifications. Est-ce qu'on doit en arriver là? J'en sais rien. Pour l'instant, on est au tout début et déjà se réunir, ça fait du bien. Euh, mais on pourrait aller jusque-là aussi, quoi. Mm. Donc oui, je fais l'initiative de ça et ça arrive 9 mois après avoir quitté le conseil municipal. Ouais, et dans le conseil municipal, je me suis dit, mais en fait, je quitte ce job, même si j'ai été élu, même si j'ai une responsabilité. En fait, ici, je ne peux pas appliquer mon mandat. Ce pourquoi Ouais. j'ai été élu, les conditions ne sont pas réunies. Donc, un peu comme Nicolas Hulot, si tu veux. Bon, pas au même niveau, mais ce serait mentir que de continuer à jouer ici. Moi, j'ai envie de m'investir, j'ai envie que ma sensibilité soit reconnue et accueillie. Alors qu'elle ne soit pas accueillie, c'est pas grave, mais en tout cas, moi, j'ai envie de l'accueillir et si les autres l'accueillent pas, bah, je prends la responsabilité de créer Mm. des espaces dans lesquels je puisse l'exprimer. Et bizarrement, dans le conseil municipal, c'était pas le meilleur endroit pour ça. Donc voilà, j'ai repris mon énergie, je me suis libéré des mandats sociétaux que j'avais, et je me suis dit, bah, je vais le faire du coup avec les Mm. hommes qui accompagnent les hommes, et là, a priori, normalement, je pourrais exprimer ma sensibilité. Mm. Ce que j'entends dans tout ça, c'est que le plus grand changement, c'est d'accepter de lâcher la concurrence et de plus faire contre, mais de faire avec. Enfin, dans, quand tu disais de mycélium, de se dire oui, en fait, on est tous chacun dans notre coin à faire un peu le même taf, donc on pourrait tous être en concurrence, mais non, alors qu'en fait, si on œuvre tous dans le même sens, et ben on devrait tous œuvrer ensemble, parce qu'en fait, et tu vois, dans le système politique, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas parce que tu es dans l'opposition dans une municipalité que tu devrais être contre. C'est de se dire, OK, on est tous autour de la table, on a des points de vue différents, mais comment on devrait faire ensemble? Bon, il y a peu d'endroits où ça se fait comme ça en France. Enfin, moi, j'ai Mm. l'habitude d'habiter pas très loin de Saillant, dans la Drôme, où il y a eu la première municipalité participative comme ça, donc je connais un petit peu comment ça se passe, mais c'est vrai que finalement, quand on regarde de manière logique, toutes les municipalités devraient être comme ça. Parce qu'en fait, on est tous concernés par là où on habite, quoi. Et on vit tous ensemble. Mm. Et que c'est vraiment pour moi le changement du monde, il arrive dans le prendre conscience qu'il y a quand quelque chose vient à moi, que ça soit une situation, un événement,
une émotion, un problème, un truc qui vient me bousculer, ça vient pas contre moi, mais il faut que je fasse avec, quoi. Sinon, c'est où je suis dans le déni, et puis je le mets de côté. Que ça soit une émotion, je la mets dans le déni, mais au contraire, enfin, pour moi, il faut faire avec. C'est exactement ce que tu dis depuis tout à l'heure, quoi, de plus être Ouais, contre. ouais, et ça révèle aussi non pas l'obsolescence de nos institutions, mais le système électif. Je vote pour quelqu'un qui va avoir mon pouvoir pendant 6 ans, ou 5 ou 7 ou machin. Et donc là aussi, on a de la même manière qu'on a des outils maintenant pour partager les richesses autrement et une autre forme d'économie que l'économie capitaliste de rareté et d'accumulation, on a aussi d'autres systèmes euh, de partage du pouvoir. Donc ça y est, en est un exemple. En entreprise, en association, en organisation, la sociocratie, holacratie, euh, les gouvernances partagées, il y a des choses qui existent. Au niveau plus grand, il y a ce qu'on appelle la démocratie liquide. Bon, je pense que la Cinquième République est vraiment au bout du bout. Et donc ce système électif où je vote pour quelqu'un est une telle distance avec les décideurs qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est un PLU, on ne sait pas ce que c'est la Comcom, la communauté de communes. Moi, quand c'était ça qui était intéressant pour moi de me présenter, c'est qu'il y avait des gens qui me disaient ah ouais, je me présentais aux législatives, ils me disaient ah ouais, mais moi sur ta liste, hein, ouais ouais, je suis chaud. Ils disaient ouais, les législatives en fait c'est pas une liste, c'est juste un député et une suppléante ou une suppléant, une députée et un suppléant. Et en fait, on ne sait pas comment ça marche parce que les cours d'éducation civique qui les suit et que tout est fait pour que ce soit pas intéressant et tout est fait pour que bah non non, laissez-nous décider. Écoutez, on va voir, on va faire appel à McKinsey, on va demander aux experts, etc. Et donc là aussi, il y a quelque chose de, bah oui, si nous voulons décider, j'ai pas besoin de décider sur tout, mais par contre, je dois pouvoir avoir accès aux décisions si ça concerne mon village, si ça concerne les différents échelons qui sont pertinents pour moi. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose de comment on fait pour partager ce pouvoir et pas juste dans mon monde intérieur avec mes amis, ma famille, mon business, peut-être mon entreprise ou mon activité, je peux contrôler, je maîtrise et j'ai accès à la décision. Et puis dès que c'est du politique, bah, juste je vote pour un gars et j'espère qu'il est bien, quoi. Sachant qu'en plus, derrière, il y a toutes les questions de système qui font qu'il y a des pressions, des lobbies, des groupes, des intérêts et qu'après, on se retrouve effectivement avec des jeux à la con où, putain, on est 23 élus dans un village, la liste qui a gagné en a 16, la deuxième liste d'opposition en a 4, nous on en avait 3. On est 23, donc les deux oppositions, on a 4 et 3, ça fait 7. Donc on n'aura jamais la majorité. Sur 6 ans, la majorité elle est à 13. Bon, bah, ça veut dire que les gars, pendant 6 ans, ils peuvent dérouler leur programme comme ils veulent. Très bien, ils ont gagné. Mais est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un village qui va bien, tous? Est-ce qu'on a un niveau local, ça va, il y a 2700 habitants. Bon, il doit y avoir des choses qu'on peut trouver en commun quand même, a priori. Le nom des rues, donc il y a plein de choses que nous, on a voté avec eux, parce que ça nous paraissait débile d'être contre et qu'on aurait probablement fait la même chose. La différence, c'est que nous, on l'aurait fait en demandant aux gens ce qu'ils voulaient et qu'après, on aurait appliqué ce qui ressortait. Et là, ça demande de rentrer dans un espace qui est l'inconnu, qui est, ah bah oui, mais si on fait un forum ouvert ou si on fait je sais pas quoi, une structure, une architecture de trucs dans lequel on n'a pas la réponse au début, pas juste une consultation, puis après on décidera, mais une concertation, bah là on rentre dans des trucs où ce sont des nouvelles ingénieries, c'est des nouvelles connaissances, et ça demande d'accepter que je ne suis pas le décideur. Je suis le facilitateur d'un processus dans lequel les gens vont exprimer ce qu'ils veulent et qu'on doit pouvoir. Voilà, il y a des moments où il faut faire des choix, hein. À la fin, je ne sais pas s'il ne peut en rester plus qu'un. Peut-être qu'il y a des plans hybrides qui peuvent se faire. La démocratie, la majorité absolue permet de trancher. Hein. T'es pas d'accord, c'est 51%. Et puis, même s'il y a 49 de l'autre côté, comme au Brésil, là, et ben, c'est comme ça. Et donc, il y en a 49 qui sont pas d'accord. C'est pas une adhésion et c'est bon. Alors, on va faire un petit groupe de 10, c'est jouable. Hein. Un gros groupe de 300 millions, je sais pas combien ils sont au Brésil. C'est autre Ouais. chose. Hmm. Bon, voilà. Donc, ouais, intérieur, extérieur et ce va-et-vient et, et puis c'est plus facile l'intérieur. Enfin, la petite échelle est plus facile parce que j'ai plus de poids sur les transformations, plus pas de poids, mais d'accès au levier. Là où les grands changements, c'est des changements collectifs qui prennent du temps. Et donc, je trouve qu'à cet endroit-là, j'ai fait une constellation familiale une fois
J'ai animé une sorte de constel avec des hommes et il y a un mec qui est venu à la fin qui m'a pris dans les bras et qui m'a dit, Ouah, merci, là, tu fais, c'est pour le bien de l'humanité. Je me suis dit, oh yes, tu vois, ah, cool. Et je l'avais pas vu comme ça. Pour moi, c'est juste pas de la thérapie, mais juste de l'accompagnement indiv, voilà. Et le fait, et je le sais, à un endroit profondément, je le sais, c'est-à-dire que la personne qui a transformé des choses, quand elle sort de là, c'est pas la même. La relation avec sa femme, Oui, avec son chéri est pas la même, avec ses enfants est pas la même, au boulot c'est pas le même. Et donc c'est vraiment le petit à petit, mais ces transformations, elles sont invisibles parce que c'est juste un week-end par-ci, par-là, juste un machin. Mais par le nombre que nous sommes et le ouais. nombre de week-ends qu'il y a, c'est en train de changer la culture. Mm. Elle est invisible, mais nous sommes des petits battements d'ailes de papillon, tous. Mais c'est vrai que le gars qui fait son stage, qui revient chez lui, ça transforme sa vie, il a de meilleures relations dans sa famille. Au point de vue de l'échelle du monde, ça se voit pas, mais n'empêche que c'est un petit battement d'ailes de papillon. Hmm. Ouais, puis il Ouais. y a cette autre expression qui dit l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Mm. Et donc, bah, nous sommes la forêt qui poussons silencieusement. Et on pousse, on pousse, on pousse. Mm. Bon, merci, merci et Étienne d'avoir pris ce temps avec moi. Ben, Et merci ça à fait un toi peu plus du... de m'avoir invité dans ce temps avec toi. Ouais. Est-ce que tu as eu une actualité que tu veux partager, des choses qui vont arriver dans les semaines, les mois qui arrivent ou... Bah oui, il y a une prochaine réunion Mycélium Reliance, donc qui est un mycélium, un Zoom de 2 heures pour se relier entre hommes qui accompagnent les hommes. Faut que je retrouve la date. C'est mardi 15, je crois. Le mardi 15 existe. Ouais. Je vérifie. Et la veille, je serai en parole d'homme. Euh, donc, il y a un live qui est retransmis sur Facebook avec deux amis ou des frères qui étaient assistants sur le tantrum de Jacques Lucas avec moi, ou j'étais assistant avec eux, je sais pas. Stéphane Leblanc et Thierry Julien, et donc ça fait depuis le début de l'année là qu'on fait ces rendez-vous en ligne. Donc ça c'est lundi 14 à 20h30 et Mycélium Reliant, c'est pour les hommes qui accompagnent les hommes, mardi 15 à 20h30. Donc ça c'est des Hmm. rendez-vous en ligne. J'ai pas de stage prévu pour l'instant, euh, mais ça reviendra. Ça ne saurait tarder. Yes, Bah, je mettrai dans la description de la vidéo les liens pour Parole d'Homme et Mycélium, Reliance. yes. Voilà, pour que les gens qui nous écoutent puissent retrouver, voilà, te retrouver. En tout cas, merci Étienne Ayem d'avoir passé cette heure avec moi. C'était un bel échange, très riche et profond. Hmm. Ben, merci à toutes les personnes qui nous regardent ou nous écoutent. Et puis, ben, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Yes. Et puis, vivement le prochain Homme en Lumière. Mettez des pouces bleus. Mettez des pouces bleus. Merci Ludovic. À bientôt et bonjour chez vous. Ouais, merci tout le monde. Au revoir Étienne. Merci. Salut.